Tout d'abord, je tiens à remercier l'Institut Georges Pompidou de s'être associé au domaine de Chambord pour organiser cette journée et notre directeur général Pierre Dubreuil de l'avoir initié. Je remercie également l'équipe de Chambord, et notamment les membres de ma direction, en particulier Virginie Berdal, qui a réalisé les recherches et prendra la parole après moi, mais aussi Léon Prévost, stagiaire parmi nous qui va manipuler et préparer le PowerPoint, et puis aussi Fabrice Monen qui avait chargé de mission au pôle de la programmation culturelle et qui, avec Virginie, avait débroussaillé le sujet à l'occasion de la préparation de l'exposition Pompidou en 2017, qui a déjà été évoquée, et de l'aménagement des salles consacrées à l'histoire cynégétique de Chambord, au réaménagement plutôt, en 2015 et en 2021. Alors, après la communication d'Agnès Tachin, et donc avant celle d'Alain Beltrand, qui montrera comment Pompidou a cherché à Chambord à marier tradition et nouvelle sensibilité, il nous a paru nécessaire de montrer comment, très concrètement, le président Pompidou s'était justement, comme on vient de le voir, investi à Chambord à travers notamment la pratique des chasses présidentielles. Alors vous savez, évidemment, rituel hérité lointainement des chasses royales de l'Ancien Régime, et qui a connu un sort assez inégal sous la Ve République, puisque c'est seulement sous la présidence du général de Gaulle, qui par ailleurs ne chasse pas, que le domaine de Chambord, acquis par l'État en 1930, va rentrer justement à côté de Marly et de Rambouillet dans le circuit des chasses présidentielles. On ne tire alors à Chambord que les sangliers. De Gaulle, donc, n'y participe pas, mais il ne fait qu'y assister, alors que Pompidou, grand chasseur, on a évoqué dans la suite de Félix Faure, qu'on a déjà rappelé, ou d'Albert Lebrun, s'avère très attaché à ces chasses présidentielles qui lui permettent, ça vient d'être dit, d'être un lieu de rencontre privilégié entre personnalités politiques, économiques, industrielles ou diplomatiques. Le tout, effectivement, dans un cadre informel, hors des salons et hors des ministères. Donc en 25 minutes, on va essayer de vous conduire vraiment au plus près du président lors de ces fameuses chasses. Alors, pour ce faire, plusieurs sources ont été utilisées. D'abord, le fonds du domaine de Chambord, aujourd'hui externalisé, la donation Boucher, qui a été un lot d'archives offerte par le fils de l'ancien maire du village de Chambord, de la commune de Chambord, Jacques Boucher, qui avait conservé justement des souvenirs de ces battues auxquelles il avait parfois assisté, ainsi que des coupures de presse ou des photographies, et puis enfin d'autres acquisitions. Aux archives nationales, les fonds numérisés, dont les reportages photographiques du fonds Charles de Gaulle, du fonds Georges Pompidou, qui concernent justement les chasses présidentielles, et où même un fonds conserve les agendas du président Pompidou de 1969 à 73, celui de 1974 ayant disparu. S'y ajoutent aussi les fonds du secrétariat général de la présidence de la République, avec les fonds constitués par différents conseillers, les fonds également du bureau militaire, celui du service photographique de la présidence, le fonds Édouard Balladur, qui comme secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de la présidence, a conservé les agendas justement et d'autres documents sur les activités du président, avec quelques notes justement relatives à ces chasses présidentielles, le fonds bien sûr de l'Institut Georges Pompidou, et puis l'ouvrage de Jacques Thoreau, Chambord, rendez-vous de chasse, qui a été publié en 1975. Alors, à titre d'exemple, dans le fonds de Chambord, les documents contenus concernent les fiches de voiture, les fiches de poste de tir, des échanges de courriers, des notes pour l'organisation, la liste, on vient de le voir, des personnalités qui participent à la chasse, et puis une proposition pour l'organisation de la battue présidentielle du 9 janvier 71. Pour la donation, toujours dans le fonds de Chambord, mais cette fois-ci dans la donation Boucher, on va trouver plutôt des menus de déjeuner, des coupures de presse et des photographies. Alors ça vient d'être dit, on constate que finalement peu de chasses ont été organisées à Chambord sous les présidences de Gaulle et de Pompidou, puisqu'elles ont principalement lieu à Marly et Rambouillet,
6 ou 7 par site, pour chacun de ces sites, sous la présidence de Pompidou, entre début octobre et fin décembre, voire début janvier. À Chambord, en revanche, elles n'ont pas lieu tous les ans, sont parfois ajoutées à la main en fin de liste. On ne compte, par exemple, que 4 chasses présidentielles sous la présidence du général de Gaulle, entre 1962 et 1969. Et en tant que Premier ministre, Pompidou n'a participé qu'à une seule d'elles, de ces chasses, la battue présidentielle du 9 janvier 1965, comme on vient de l'évoquer. Donc si on laisse de côté, vous voyez, les différents types de battues qui étaient organisées, on constate, si on laisse de côté, donc voilà, les séances du Conseil supérieur de la chasse, ou les battues ministérielles, on voit bien qu'il y a eu en effet que 9 battues présidentielles organisées sous la présidence de Pompidou. Et si on passe à la slide suivante, voilà, on constate qu'effectivement, Pompidou n'a participé à que 5 d'entre elles, puisque suivant les occasions, dans l'un des cas, alors je ne sais plus pour quelle date c'est, le président avait préféré suivre à la télévision le match de rugby France-Écosse dans le cadre des tournois des 5 nations. Oui. Dans d'autres cas, évidemment, à la fin de la toute dernière chasse en février 1974, c'est son état de santé qui lui interdit d'y participer. Et dans un autre cas, il a tout simplement été retenu par les devoirs de sa charge ou a été parfois grippé. Alors vous voyez effectivement la répartition des postes de tir, le nombre de tracks organisés, puis le tableau de chasse dans lequel le président Pompidou tient lui-même une belle place. On vient de le voir également, sur ces 9 chasses, le président n'a donc été présent qu'à 5 d'entre elles, et en son absence, elles sont dirigées par Pierre Juillet. La préparation des battues implique l'élaboration des listes d'invités, l'envoi des invitations, du programme, des informations pratiques pour le logement, les repas, les heures de rendez-vous, les grandes étapes de la chasse, les consignes également de chasse. Et les organisateurs sont alors l'état-major particulier du président et le commissariat à l'aménagement du domaine de Chambord, ainsi que ses collaborateurs proches, notamment Marie-France Garot et Pierre Juillet. Pendant ce temps, sur le site, ont lieu des travaux préparatoires, le cantonnage des animaux, incluant la réparation des routes, la création ou l'élargissement des layons de tir, l'agrainage dès le mois de décembre, un mois avant les battues, éventuellement des battues à blanc et la mise en place des affûts et des miradors. Simultanément se déroule la préparation des tracks, avec la détermination des zones de track, des différents modes, peigné avec rapproché, les dessins de la répartition des postes de tir, mouvement des rabatteurs, les positionnements et plans de cheminement des véhicules, la disparition du convoi, les itinéraires, les points de dégagement pour toutes les tracks, jusqu'au tableau de chasse, la répartition des chasseurs sur les postes de tir et dans les véhicules, et la demande d'arrêté préfectoral pour la fermeture des routes. S'y ajoute encore l'organisation logistique, la réservation des cars et des Land Rover pour les tireurs, les rabatteurs, des jeeps avec remorque pour le ramassage du gibier, la mise en place des fanions selon les axes de tir, l'achat la fourniture des fanions et brassards, ainsi que la commande des repas. Donc c'est dire que ces chasses mobilisent un personnel nombreux, tels que chauffeurs, techniciens, rabatteurs, médecins de service, vétérinaires, pompiers, sonneurs en tenue, gendarmes et CRS, dont 4 gendarmes à cheval pour les chasses présidentielles, alors qu'il n'y en a que 2 pour les battues ministérielles. Ces chasses se déroulaient le samedi. Donc la dernière réunion de préparation, le jeudi précédent, était dédiée à la répartition des invités sur les postes de tir. Et le président se voit toujours pourvu du meilleur poste. Les autres sont répartis soit par rang honorifique, soit en fonction de la qualité du tireur, pour avoir un tableau de chasse présentable. La veille de la chasse, donc le vendredi soir,
Le président arrive vers 20 h, horaire indiqué pour le rassemblement des chasseurs. Alors lui-même voyage en train, et puisqu'on accroche discrètement son wagon au train à la gare d'Austerlitz. S'ensuit, après un dîner au Grand Saint-Michel, où le président et tous les tireurs sont conviés, ainsi que parfois d'autres invités, dîner qui est servi à 20 h 30 dans la salle des chasses de l'hôtel Saint-Michel. Outre les tireurs, d'autres personnes peuvent être invitées. Monsieur Boucher, le maire de Chambord, Monsieur Doucinet, chef du centre de gestion des bois, l'ONF, à Blois, Marcel Dufay, préfet de Loir-et-Cher. Et c'est le président lui-même qui choisit le menu avec son état-major particulier. Ainsi, en 1973, il est précisé que, je cite, « Le président désire au dîner crème Saint-Germain, matelote d'anguille, jambon braisé au porto, bouquetière de légumes, salade, plateau de fromage, soufflé aux liqueurs. » Et on voit que il s'occupe également du choix des vins avec un Sauvignon du pays, un Bourgueil 1969 et un Saint-Estèphe 64. Il faut cependant noter que les invités prennent en charge leurs frais de repas. Le président, son équipe et les proches et les tireurs invités logent au même endroit, à l'hôtel Saint-Michel, à Chambord, qui leur est entièrement réservé pendant les 2 jours. Les chauffeurs, eux, sont invités à loger soit à l'hôtel Renaissance à Saint-Dié, soit à Blois. C'est également le cas du photographe de la présidence, du chargeur, d'un maître de chien, ou encore du valet de chambre, qui n'était donc pas au plus près du président cette nuit-là. Il se trouve que les photographies des dîners n'étaient pas autorisées, et donc nous n'avons pas d'image, ou fort peu, de ce temps fort, pourtant dans les rencontres occasionnées par les chasses. Il arrive aussi que le président ajoute à son agenda une rencontre ou une visite particulière. Par exemple, le 3 mars 1972, c'est ainsi qu'il a rencontré le conseil municipal de Chambord sur l'invitation du maire Jacques Boucher. Un mois plus tôt, le 4 février 1972, il va inaugurer les nouvelles salles de chasse au 2e étage du château, aménagées, on l'a dit, avec le concours du musée de la chasse et de la nature, donc de la Fondation Sommaire, et complété par quelques prêts du musée de l'armée. Alors, je ne vais pas tous vous les nommer, mais on compte parmi les invités, évidemment, les responsables du ministère de la Culture, le directeur de l'architecture, l'inspecteur principal des monuments historiques, l'architecte en chef des monuments historiques, le conservateur régional des monuments historiques et l'architecte des bâtiments de France. On compte également les responsables du musée de l'armée, Monsieur Masséna, prince d'Essling, qui est le président du CA du musée de l'armée, le général Davout, directeur du musée, le colonel Weimar, conservateur au musée, ceux de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, qui gérait précisément, qui administrait au nom du ministère de la Culture le domaine, Monsieur Maléco, Monsieur Salus, etc. Et pour le musée de la chasse et de la nature, Monsieur et Madame Sommer, qui viennent d'être largement évoqués, le conservateur du musée de la chasse et de la nature, et qui était également conservateur du musée de Senlis, Madame de Quiqueran, son adjoint, et enfin, au titre de la réalisation de cette nouvelle exposition, un naturaliste et un spécialiste des éclairages d'art, ainsi qu'un expert en armes. Alors, le décor et le cadre étant plantés, je laisse maintenant la parole à ma collègue Virginie Berdal pour qu'elle vous décrive par le menu le programme de ces journées. Merci beaucoup. Nous voici rendus donc au jour J, le jour de la chasse. Et au petit matin, il y a évidemment une consigne qui est de ne laisser entrer que les personnes autorisées dans le domaine de Chambord. Donc depuis le petit matin, des gendarmes à pied sont répartis autour des points à protéger. On veut, avec cette sécurité éloignée, surtout empêcher les journalistes de s'approcher de trop près. En fait, vous le voyez notamment sur cet article de presse, il y a quelques curieux qui sont présents au départ de la chasse, comme des habitants de Chambord, ces petits enfants
mais on essaye, grâce aux gendarmes, donc d'éloigner un maximum de personnes. Alors sur l'image suivante, vous allez découvrir une photo prise à la volée de Georges Pompidou entrant dans son véhicule, et elle a été prise par un habitant de Chambord, qui est donc là, au petit matin, le 4 mars 1972, et à l'arrière de cette photographie, il a noté « Samedi, beau temps, départ de l'hôtel Saint-Michel du président Georges Pompidou à la chasse aux sangliers, 28 bêtes abattues, photo prise par Férès Guy, né au bourg de Chambord, etc. » Évidemment, on imagine la fierté des habitants de Chambord d'accueillir pour ces journées de battues le président de la République en personne. Il y a aussi des personnes qui sont bien là, ce sont les journalistes, qui déploient toutes les ruses pour photographier le président et ses invités, allant même jusqu'à se cacher dans les arbres, c'est ce qu'on apprend dans certains articles, ou dans cet article-ci, on nous parle de ruses grossières qui, en fait, rendent le président assez fâché d'être accueilli comme ça par autant de photographes. Il y avait normalement une sorte de convention qui était passée avec les journalistes, qui était de laisser tranquille le président et ses invités pendant la journée, et par contre, ils seraient conviés en fin de journée au tableau de chasse. Et dans la réalité, ils se cachent partout. Alors, il y a un article notamment très intéressant dans le journal Le Figaro du 9 janvier 1971 qui nous dit, premier tableau, la fin d'une nuit d'hiver aux alentours de 6 heures du matin. Le décor silencieux de la forêt de Chambord, dans les brumes laiteuses, une voiture croise à petite vitesse le long des douves verglacées. Elle passe pour la seconde fois devant le château quand l'obscurité, brusquement, enfante un gros ver luisant qui se trémousse en cadence. À l'autre extrémité de la Luciole, il y a un képi de gendarmes. « Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure ?»« Rien, vous voyez, on circule paisiblement. » Terminé, nous sommes repérés. La maréchaussée n'ignore plus qu'il y a des journalistes à l'intérieur du parc pour suivre le safari aux sangliers du président de la République, un safari unique en son genre, le seul exemple connu de safari à tiroir. Car si le président et ses invités chassent les sangliers, les journalistes traquent la chasse officielle, alors qu'ils sont eux-mêmes poursuivis par le service d'ordre. Bref, tout le monde s'amuse bien, sauf peut-être les sangliers. C'est même un jeu, en fait, pour les journalistes que de s'approcher au plus près de la journée de chasse. Il est maintenant 9 heures, c'est l'heure du déjeuner copieux servi à l'hôtel. C'est en effet normalement le petit déjeuner, en fait c'est un vrai déjeuner où on sert consommé, omelette basquaise, pot-au-feu, salade, plateau de fromage, corbeille de fruits, vin de chinon. C'est le président, là encore, qui choisit ce qu'il offre à ses invités. Et ensuite, les tireurs qui ont de l'énergie pour la journée qui s'annonce, reçoivent les consignes à l'hôtel, toujours dans cette salle des chasses, l'hôtel Saint-Michel, donc à l'issue du déjeuner, les consignes particulières à la chasse. On leur remet tout d'abord les cartons donnant leurs emplacements de postes de tir et les véhicules à utiliser entre chaque battue. Vous avez ici 2 modèles. Sur la gauche, le modèle le plus ancien. Et ensuite, à partir de 1971, un modèle qui comprend à l'intérieur un plan du domaine où on signale les emplacements des traques avec le mouvement des rabatteurs et le lieu où se déroulera donc le tableau de chasse en fin de journée. Alors vous voyez les consignes, le début et la fin de chaque battue sont annoncés par une sonnerie de trompe de chasse. Les tireurs doivent rejoindre leur poste avec rapidité dans le plus grand silence. Ils devront toujours se tenir le ventre au bois et ne pas quitter leur emplacement pendant toute la battue, etc. On nous dit aussi qu'on peut tirer donc les sangliers, c'est évidemment le gibier qui est abattu pendant ces journées, mais on peut aussi tirer le renard. Bon, tout un ensemble voilà, de consignes. On remet également aux tireurs des papiers rouges et des papiers jaunes qu'ils laisseront sur leur poste de tir après chaque traque pour signaler s'ils ont abattu un sanglier ou s'ils l'ont blessé. Évidemment, s'il n'y a rien au poste, les équipes de Chambord, de forestiers, n'auront pas à rechercher les dépouilles. Alors, pendant que les chasseurs sont en train de recevoir toutes ces informations, bien sûr, les équipes d'organisation, de premiers secours, d'accompagnement se préparent. Les rabatteurs, notamment, sont déjà montés dans les bus. Ils n'ont plus le droit d'en sortir jusqu'au départ de la chasse, qui a lieu donc à 10h15. Ici, c'est le départ pour la chasse. On peut suivre pas à pas, en fait, le président, grâce à tous ces curieux armés de réflexes et aux journalistes. Ils sont très attendus. Les tireurs sont venus avec leurs propres fusils de chasse, mais ils peuvent se fournir en cartouches juste avant de partir. Ils sont ensuite répartis dans les Land Rover ou cars, mis à disposition par la présidence, par l'ONF ou par le Conseil supérieur de la chasse, et qui sont conduits par les techniciens du domaine de Chambord.
Les véhicules quittent enfin leur point de disparition, selon le vocabulaire qui est employé dans les notes de service. Ils suivent précisément des itinéraires préétablis, ils déposent au fur et à mesure leurs passagers sur leur site de track, avant de rejoindre donc, ce qu'on appelle les points de dégagement, c'est-à-dire les sites d'où après ils devront repartir pour aller rechercher les tireurs et les amener sur le lieu de track prochain. Sur cette image, vous voyez encore les chasseurs qui sont, après avoir été déposés sur le lieu de track, en train de rejoindre leur poste de tir, qui consiste soit en affût de battu fait de brémaille, ce que vous voyez au centre en bas, ou sur des miradors qui sont élevés à 1,25 m au-dessus du sol. Le président est toujours installé dans un mirador, selon son souhait, et son poste a en effet été soigneusement choisi. Quelque temps avant la chasse, les équipes d'organisation, donc les équipes du commissariat à l'aménagement de Chambord, ont en effet réparti dans les postes de tir les tireurs, et ils ont surtout établi la liste des postes considérés comme les meilleurs, track par track. Il existe 3 niveaux de classement. Il y a les postes dits excellents, les postes très bons, qui sont entourés de cercles, alors que les excellents sont surlignés sur le document au centre, et puis les autres postes sont considérés comme bons. Et on se rend compte, quand on regarde le carton de tir du président tout en haut à gauche, qu'il est toujours sur les postes dits excellents. Alors, par ailleurs, pour ensuite définir l'emplacement des autres tireurs, on va prendre en compte différentes choses. Donc, c'est très précis, c'est toujours le service du protocole qui se charge de cela. On va placer à côté du président les personnes qui, pour des raisons d'intérêt, enfin de raisons politiques, diplomatiques, de préséance, doivent être proches de lui. On note par exemple dans un courrier, il conviendra de mettre une fois en poste auprès du président les personnalités suivantes, donc s'ensuit la liste. Le reste est laissé à la discrétion du commissariat à l'aménagement. Mais comme les années précédentes, vous pouvez compter sur Monsieur Juillet et moi-même pour faciliter le tableau du président si besoin est. On va aussi répartir les chasseurs sur leur poste de tir en fonction des raisons de sécurité. On fait attention à choisir des personnes prudentes, faisant preuve d'une sévère discipline de tir, lorsque le tir pourrait mettre en danger le président. On note par exemple dans un courrier, « Monsieur Juillet vous demande de porter une attention particulière aux postes à partir desquels une balle perdue rasante pourrait traverser la ligne du président. Vous pouvez sélectionner pour leur prudence et leur discipline de tir telle et telle personne. Il convient de leur attribuer les postes à partir desquels une imprudence dangereuse pour le président pourrait être commise. » Enfin, parfois, certains tireurs bénéficient de quelques avantages, surtout lorsqu'ils ont été mécontents de leur précédent poste de tir. On apprend par exemple qu'un avocat s'est trouvé un peu maudit des lieux à Chambord, n'ayant pas la possibilité de tirer lors de chasses précédentes. Et donc, aux chasses suivantes, on note dans un courrier « Vous savez que Maître Floriot est un tireur d'autant plus redoutable à mesure des battus. Si à la seconde, il peut être à un poste où il a des chances d'en tirer un ou deux, il nous laissera peut-être en paix. » Alors ensuite, on avait élaboré comme ça une liste des chasseurs, mais vous l'avez déjà évoqué, donc je vais passer assez rapidement. En effet, à Chambord, les chasseurs sont mélangés. Alors, on mélange les invités du monde politique, les élus, le monde militaire, les compagnons de la libération, les personnalités du monde économique, de l'industrie, les collaborateurs de Georges Pompidou, les intimes du président, son fils par exemple, qui vient chasser, les représentants du monde cinégétique et des eaux et forêts, les hautes personnalités du département de Loir-et-Cher et les personnalités liées à Chambord. Et il n'y a pas donc de battu dédié à l'un ou l'autre de ces groupes de personnalités. On sent que Chambord, c'est vraiment une chasse de sociabilité parmi les élites, d'où cette ambiance généralement décrite comme chaleureuse, même si privée. Et on note vraiment sur les photographies les sourires. Beaucoup de témoignages parlent de Chambord comme un lieu de détente, même si on l'imagine bien qu'il y a des discussions plutôt sérieuses lors des dîners, des collations et des temps d'attente. Le président, en tout cas, vient clairement pour la détente et la beauté du site aussi. Qui est près du président pendant les chasses? On choisit bien sûr très précisément. Alors je vous donne l'exemple d'une battue où à la première traque, il est entre un ministre et un général. À la deuxième traque, il est entre le grand chancelier de la Légion d'honneur et son aide de camp. À la troisième traque, il est à côté du président du groupe EDR. À la quatrième, il est entre un avocat et un député. Et à la cinquième, entre son fils et le marquis de Vibray. Revenons à notre journée de chasse. Les tireurs sont maintenant installés. Les rabatteurs, eux, ont pris place sur les lignes de rabat. Ces rabatteurs, ils sont divisés en deux groupes, un groupe rouge, un groupe bleu, équipés de brassards de même couleur.
Pour la chasse du 9 janvier 1971, ils sont 50. Il y a 20 élèves de l'école professionnelle de la chasse Le Boucher, 20 élèves techniciens supérieurs forestiers et 10 rabatteurs locaux. Pour d'autres chasses, ce sont les élèves du lycée agricole de Vendôme qui sont mis à contribution et ils sont vêtus d'une combinaison jaune citron rehaussée d'orange électrique. À 10h45, début de la première traque, annoncée par la sonnerie de 2 trompes de chasse. Les 2 lignes de rabatteurs commencent à progresser. C'est le principe de la battue peignée, parfois avec rapproché. C'est-à-dire que les 2 lignes de rabatteurs se rejoignent en une ligne médiane et se passent devant avant de rejoindre la ligne en face, mais parfois ils peuvent aussi revenir sur leurs pas. S'enchaînent pendant la journée 4 ou 5 traques qui sont entrecoupées par une collation, souvent entre la 3e et la 4e. Vous voyez ici quelques images de ces collations servies donc directement sur les terrains. Pour les horaires théoriques des chasses, en fait, on le note dans les documents de préparation, tout est très défini, vous l'avez vu, c'est très précis. On se dit que le départ, c'est 10h15, que la première traque, c'est 10h45, 11h45, la deuxième traque, midi 13h, la troisième, 13h15, 14h45, ensuite il y a un petit déjeuner d'une demi-heure, enfin cette collation, quatrième traque, 15h30, 17h, et cinquième traque, si on a le temps, et enfin, il y a le tableau. En fait, souvent, il y a du retard, et il y a des documents qui indiquent qu'il faut essayer de s'améliorer encore à Chambord, qu'on est dans une période de transition, et qu'il va falloir augmenter le rythme des battues pour ne pas finir trop tard. Quand on tire à Chambord, on tire donc soit derrière un affût de battue, soit dans un mirador. Les tireurs qui sont placés derrière un affût doivent tirer derrière impérativement. Quand ils sont placés dans un mirador, en général il y en a 6 ou 8, ils peuvent tirer devant. Ils connaissent vraiment leur angle de tir grâce à un balisage qui a été fait au préalable. Quand les arbres sont marqués de orange, on est encore dans la zone de tir possible. Et quand on voit les balises rouges, c'est qu'on est hors du tir. Après, à l'issue des 4 ou 5 battues, il est généralement 16h30 ou 17h30, c'est l'heure du tableau de chasse. 2 sonneurs sonnent la fin de la chasse. On amène les chasseurs au rond Henri V. Vous avez vu la localisation tout à l'heure sur un plan. Les personnes qui accompagnaient les tireurs et qui ne pouvaient pas participer aux battues, qui étaient restées à l'hôtel, eh bien, on est allé les chercher avec un bus. Et on va aussi chercher ces journalistes qui s'impatientent. On vous emmène au tableau. Nous note par exemple un article du Figaro. Mais un conseil, tâchez d'être poli avec le président. Pendant ce tableau de chasse, sont conviés tous les tireurs, les rabatteurs, les techniciens forestiers de Chambord. Il y a 4 gendarmes à cheval. On allume des torches au magnésium qui sont allumées en fait en synchronisation avec l'arrivée des tireurs. Et donc cette cérémonie des honneurs a lieu à la clarté des torches dans une musique nostalgique de trompe de chasse, note encore un journaliste en 1971. On salue bien sûr le gibier abattu, les techniciens, les rabatteurs. Le président aime être auprès de ceux qui ont participé à cette journée très conviviale. Et enfin, à l'issue du tableau, eh bien, il est souvent 18h30. C'est le goûter lunch qui est servi debout à l'hôtel Saint-Michel. Et enfin, les chasseurs peuvent rentrer après avoir grignoté quelques petits sandwichs, des cakes ou du thé. On leur remet un morceau de gibier. S'ils ont eu la chance d'abattre un animal, ils repartent avec un cuisseau. Donc, c'était un morceau de moindre choix dans le cas contraire. La présidence de la République repart aussi avec quelques parts de gibier qui ont été préparées par le personnel de Chambord. Tous les agents du domaine sont mis à contribution pendant ces journées de chasse. Et le reste du gibier abattu est vendu ou donné à de bonnes œuvres. Alors, que retient la presse de ces journées de chasse? Tout d'abord, ce que propose la présidence de la République. Le service de presse rédige quelques notes à l'adresse des journalistes pour leur donner quelques informations croustillantes qui consistent en ambiance générale de la chasse, quel temps faisait-il, le président était-il content, quel a été le tableau général de la chasse et surtout le tableau du président. On veut savoir si c'est lui qui a abattu le plus gros sanglier de 106 kilos. Et on veut aussi avoir le nom de quelques invités présents. Et bien sûr, on essaye de choisir bien le nom des invités. Par exemple, on se rend compte dans les articles qu'on note très peu les noms des industriels, des financiers, enfin des élites du monde économique qui sont là. Et on va préférer plutôt les compagnons de la liberté, les militaires et les personnalités locales. Une grande fierté de la part de la locale, donc ils font des gros tirs. Monsieur Georges Pompidou a tué 4 des 14 sangliers figurant au tableau, dont le plus gros d'un poids de 106 kilos. Mais il y a aussi les Parisiens qui, eux, sont un peu plus sarcastiques.
Je finirai en vous présentant simplement quelques images de la Thibaudière dont on a parlé tout à l'heure. Cette Thibaudière qui avait été voulue par le président, dont je n'ai pas parlé puisqu'elle n'a pas pu être inclue dans le programme des chasses. Donc ce pavillon forestier qui se trouve au fin fond du domaine, au sud-est, est fait vous voyez, de bois, de verre et de brémaille. Les plans sont élaborés en octobre 1972 par André Gaston, qui est architecte des bâtiments de France. Mais malheureusement, donc le président Pompidou n'a pas le temps de profiter de cette datcha, comme l'appelaient régulièrement nos collègues forestiers du domaine de Chambord. Et enfin, pour terminer, je vous propose de regarder, si on entend bien, un petit reportage. Bon, désolé pour le son, et merci en tout cas beaucoup de votre attention.